Olivier, j'ai découvert le musée de la Pointe-du-Buisson, un musée archéologique à Beauharnois. Tu le connais? Bien sûr, je le connais bien. Le musée archéologique de la Pointe-du-Buisson, c'est vraiment unique au Québec de voir un lieu historique comme ça, aussi proche, dans le fond, d'un village, d'une municipalité, en fait. Et c'est une mission très importante, en fait, que le musée archéologique a en ce moment. C'est à la fois la préservation du site, qui est un site géographiquement très riche en termes de valeur patrimoniale. Il y a également aussi les salles d'exposition qui sont en train de continuellement mettre à jour. Puis il y a également aussi tout ce qui est la question de la friche, donc d'aller, en fait, défricher sur le terrain directement des artefacts. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est les archéologues, en fait, amateurs qui sont invités à aller justement participer à ces fouilles-là et supervision, évidemment, du musée pour pouvoir le faire. Moi, je trouve ça le fun de voir que c'est un accès démocratique à l'archéologie au final pour les citoyens, pour mieux connaître c'est quoi concrètement cette facette-là, si on veut, dans le fond, de la muséologie. Mm-hmm. J'aime beaucoup l'idée aussi de décloisonner l'accès à l'archéologie qui peut être vu d'un truc un peu élitiste à la base. Tout à fait. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est une belle marque de confiance envers l'économie sociale parce que c'est un site qui est géré évidemment par une entreprise collective. Puis c'est de voir en fait à quel point il y a, comme on l'a vu dans plusieurs autres exemples à date, il y a beaucoup de proximité entre les municipalités et les entreprises d'économie sociale. Puis ça, ici, ça peut pas être plus vrai en fait que ça, de voir à quel point il y a vraiment une entente bipartite pour pouvoir gérer et opérationnaliser le site. Oui, c'est un beau partenariat gagnant-gagnant. Tout à fait. Je peux parler à commencer par le lieu physique. Pointe-du-Buisson, c'est quoi exactement? Mais c'est une pointe de terre qui s'avance dans le fleuve Saint-Laurent, qui est bordée de rapides infranchissables. Donc, c'est une pointe qui existe depuis à peu près 5000 ans. Donc, 5000 ans d'histoire humaine et d'histoire naturelle. Donc, dès la formation géographique de l'endroit, les gens qui circulaient, les Premières Nations qui circulaient il y a plusieurs milliers d'années, devaient contourner les rapides pour pouvoir continuer leur chemin. Donc, c'est la raison principale pourquoi il y a eu des premières occupations humaines ici. C'est grâce aux rapides qui bordent le site. Donc, pendant plusieurs milliers d'années, des groupes ont fait des haltes, se sont succédés ici. Certains ont juste passé, d'autres ont resté plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ont laissé plusieurs traces finalement dans le sol. Et puis c'est ces traces-là que nous, on retrouve quand on fait des fouilles archéologiques. Et c'est dans les années 60, justement, 70, que les premières fouilles archéologiques vont commencer ici. Et on continue dans cette lignée-là depuis ce temps-là, finalement. Pointe-du-Buisson, ça a toujours été un lieu vraiment d'enseignement, donc de vulgarisation pour le grand public. À la base, c'est né ici d'un site archéologique, donc des gens, les premiers archéologues du Québec, en fait, venaient ici avec l'Université de Montréal pour se former dans les écoles d'été. Donc, on a formé des professionnels, le grand public, mais même pour nous aussi, des employés, c'est un lieu de formation, un lieu d'apprentissage, parce qu'on touche toujours à tout. Même le directeur général va des fois faire des animations parce qu'on a besoin de gens sur le terrain. On a quand même des bonnes fréquentations à certains moments de l'année, entre autres pendant les mois le mois de l'archéologie, les mois de fouilles publiques. Donc, c'est Charles Olivier qui s'en occupe, qui a aussi la casquette d'archéologue du musée. Donc, c'est lui qui va aller fouiller sur le terrain, alors qu'il est directeur général. Donc, on se partage vraiment des postes, mais ça nous permet vraiment de toucher à tous les domaines. C'est vraiment stimulant. Je vois pas quel autre endroit serait aussi stimulant au niveau professionnel qu'ici. J'ai fini mon baccalauréat en anthropologie à l'Université de Montréal. Puis c'est quand j'ai terminé, je pense, ma première année d'université que dans mes cours d'archéologie, on a beaucoup parlé de Pointe-du-Buisson parce que c'est un site archéologique qui est vraiment important dans le nord-est américain. Puis on l'étudie beaucoup là, dans nos cours à Montréal. Puis là, j'ai fait comme « Ah, ça a l'air intéressant. C'est juste à côté de chez moi. » Parce que moi, j'ai habité à Saint-Timothée, tout près d'ici depuis toujours. Puis j'étais jamais venue. Même pas avec l'école, je pense. Ou peut-être, mais je m'en rappelle pas, là, parce que au primaire, tu sais. C'est un site qui est vraiment important, pas juste là, pour Beauharnois, c'est un site qui est important pour l'archéologie du nord-est américain. C'est un site vraiment
comme unique. Donc, on est vraiment chanceux d'être juste à côté de ça, puis d'avoir un accès là, libre, dans le fond, d'aller pouvoir se promener là, dans les sentiers, puis de pouvoir venir explorer ça, puis de découvrir l'archéologie. Effectivement, 5000 ans d'histoire, mais c'est surtout qu'à Pointe-du-Buisson, une très grosse histoire, mais on parle depuis 50 ans à peu près principalement d'archéologie, parce qu'à la base ici, on est encore aujourd'hui, puis on sera toujours un musée d'archéologie principalement, puis on est un musée d'archéologie parce qu'on est un site archéologique, puis il y a encore des fouilles, et il y a eu des fouilles par le passé. Mais le Pointe-du-Buisson, il y a toujours eu une occupation ininterrompue, puis on en parle dans nos expositions au niveau préhistorique. Mais au niveau aussi, après la période de contact avec l'arrivée des premiers Européens jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu une occupation. Donc, le volet historique en soi a été abordé de temps en temps au courant des dernières décennies. Mais aujourd'hui, on aspire à justement parler un peu plus de l'histoire de Pointe-du-Buisson, le volet vraiment là, historique plus moderne, disons. Là. Donc, le 17e, 18e, 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc, vraiment... Mon bagage en histoire va me permettre peut-être justement de développer un peu plus cet aspect-là de Pointe-du-Buisson. Pointe-du-Buisson a accueilli les premiers archéologues, en fait, la Société archéologique de préhistoire du Québec, la SAPQ. Donc ça, c'est les premiers archéologues professionnels de la province. Ont été attirés par la Pointe-du-Buisson parce qu'il y avait une légende locale comme quoi les patriotes de 1837-38 se seraient cachés ici à la Pointe-du-Buisson et auraient caché des armes. Donc, c'est sur cette légende locale-là que les archéologues ont investigué Pointe-du-Buisson et finalement, ils sont tombés sur un autre trésor qui était finalement le riche patrimoine autochtone qui était ici. Donc, dès les années 65, en fait, les premières fouilles archéologiques vont commencer ici par la SAPQ. Ils vont être ici jusqu'à ce que l'Université de Montréal prenne le flambeau en 1977. C'est aussi à ce moment-là que le lieu de Pointe-du-Buisson est classé comme étant un bien culturel québécois. Donc, l'Université de Montréal va être ici de 1977 jusqu'à 2000, avec seulement 2 ans où ils faisaient des publications, des monographies, donc ils ne sont pas venus faire de fouilles, mais on peut dire qu'ils ont quand même été ici là, vraiment de 1977 à 2000. En fait, c'est les premières écoles de fouilles professionnelles aussi qui prennent place à la Pointe-du-Buisson. Le musée qui va être construit en 1986 a été construit en fonction de cette école de fouilles-là. Donc, c'est pourquoi il y a une annexe au musée qui était finalement des dortoirs, des douches pour pouvoir accueillir cette école de fouilles-là. Donc, ça, c'est tout le bouillonnement scientifique qui a eu lieu ici. Donc, 25 ans de recherche archéologique où il y a plusieurs monographies, thèses de doctorat, mémoires. On a une grosse pile de recherche et ça se poursuit en fait par le musée, construit en 1986. Le musée fait des fouilles archéologiques aussi, donc vers la fin là, de 86. À 2000, il y avait autant l'Université de Montréal que le musée qui faisait des fouilles archéologiques. Par contre, les fouilles du musée, c'était des fouilles 100% publiques. Donc à ce moment-là, toutes les fouilles qui étaient réalisées sur un secteur de la Pointe-du-Buisson étaient faites avec le public et des archéologues professionnels. Et depuis 1996 jusqu'à encore aujourd'hui, on fait encore cette activité-là de fouilles publiques. Donc, on invite les gens du public à venir nous rencontrer, à venir rencontrer les archéologues et à vivre une vraie expérience de fouilles archéologiques sur le site de Pointe-du-Buisson, là où plusieurs générations d'archéologues se sont succédés ici. Donc, c'est vraiment une expérience privilégiée et vraiment particulière à faire là, pour le grand public. En fait, quand les visiteurs arrivent ou des groupes scolaires qui arrivent, quand on fait notre introduction sur le site, c'est une des premières questions qu'on pose. On leur demande « Est-ce que vous savez c'est quoi l'archéologie? » Puis là, il y en a qui lèvent la main, qui sont convaincus, ils sont là, puis ils me disent « C'est les dinosaures! » Mais non, c'est pas les dinosaures, ça c'est la paléontologie. Donc on commence par distinguer paléontologie et archéologie. La paléontologie, on étudie des fossiles, c'est dans la pierre, c'est vraiment là, plus loin dans le temps. Que l'archéologie, on étudie
les traces humaines du passé. Donc, on étudie les objets que les gens ont laissés dans le passé. C'est principalement là, ce qu'on appelle des artefacts et des écofacts. Les artefacts, c'est des objets qui ont été fabriqués ou modifiés par des êtres humains. Ça peut être, par exemple, des pointes de projectiles, des pointes de flèches, des pointes de lance. Ça peut être des outils en os, comme des harpons. Ça peut être des structures aussi, des fois, comme des maisons longues ou des habitations. C'est quand même là, très varié. Là. C'est tout ce que les gens utilisaient dans le passé, dans le fond. Puis, les écofacts, c'est des objets naturels. Ça peut être, par exemple, des ossements d'animaux qui ont été brûlés parce qu'ils ont été mangés. Donc, on retrouve, là, mettons, dans un foyer, des ossements là, de cerf de Virginie. Ben là, on sait qu'ils venaient sur un site peut-être pour chasser le cerf ou au moins ils en mangeaient parce qu'il a été brûlé. Donc, ça nous informe là, sur qu'est-ce que les gens faisaient dans le passé, comment les gens vivaient, comment les gens ont évolué. Dans le fond, tout ce qu'on sait sur le passé des êtres humains, c'est grâce à l'archéologie. Si je reviens un peu sur l'historique du musée, ça va m'aider un peu pour parler de sa structure parce que ça a quand même bougé dans le temps. Bon, on a toujours été, Pointe du Buisson, un OBNL, donc un organisme à but non lucratif, mais ça a été administré un peu différemment dans le temps. Donc, si on repart à la source, donc 1986, la fondation ici, il n'y avait pas eu encore les fusions municipales. Donc, le secteur où on se trouve actuellement, c'était la municipalité de Melocheville. Donc, il faut comprendre que Pointe-du-Buisson, c'est une initiative ville aussi. Donc, c'est vraiment Melocheville avec l'Université de Montréal qui ont réussi à mettre sur pied cette institution-là. Donc, à ce moment-là, à cette époque-là, une bonne partie du financement provenait de la ville de Melocheville. Donc là, c'est sûr que nous, en 2002, on a été en fait désigné trésor culturel par la MRC. En 2005, on est devenu un lieu historique national du Canada. Donc toutes ces classifications-là, toutes ces désignations-là nous ont aidés aussi financièrement, finalement, à nous apporter un soutien. Donc, c'est sûr que là, il y a eu aussi la fusion municipale qui a eu lieu, c'était en 2006, je pense, à peu près, si je ne me trompe pas. Donc, finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé dans le début des années 2000, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours un OBNL, donc c'est-à-dire que la structure, c'est une structure qui est aussi démocratiquement élu, c'est-à-dire qu'on a un conseil d'administration avec des membres démocratiquement élus. Ensuite, ce conseil d'administration-là travaille de près étroitement avec la direction générale et la direction générale travaille avec les autres membres de l'institution, l'équipe d'animation, les permanents. Donc ça, c'est vraiment pour un peu la structure de gestion. Puis au niveau financier, justement, aujourd'hui, la Pointe-du-Buisson bénéficie en fait d'un soutien de la ville de Beauharnois. Donc, la ville, quand il y a les fusions, va quand même continuer son engagement à financer le musée. Mais on obtient aussi du financement qui vient du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Donc, quand même un bon apport financier de leur côté. Et sinon, aussi pour tout ce qui est équipe saisonnière, parce que nous, actuellement, on est seulement 2 employés permanents. Donc, il y a moi à la direction et mon collègue Marc-Olivier qui, lui, s'occupe de presque tout le reste, finalement. Les autres départements qui se trouvent à être la communication, la gestion de projet, les volets numériques, toutes les transitions comme ça, c'est moi qui s'en occupe finalement. Donc, j'ai hérité un petit peu de tous les postes, tous les chapeaux, puis c'est quelque chose que j'aime de mon travail ici à la Pointe-du-Buisson, c'est qu'on fait de tout, en fait. Donc, on peut être vraiment versatile, il faut être versatile. Et puis, on touche vraiment, il n'y a pas une journée qui est pareille ici, là. Une journée, je dois être plus en communication, je dois développer des communications sur les réseaux sociaux, pour des partenaires, des journaux, des choses comme ça. Et puis, d'autres journées, je vais me charger plus vraiment de projets concrètement, là, donc des projets d'exposition, des projets de transition numérique, des choses comme ça. Donc,
il dit que je m'occupe de tout, ben c'est ça. Je m'occupe un peu finalement des départements qui, en général, dans d'autres institutions, il y a des gens qui sont chargés de tous ces départements-là. Mais ici, comme on est une petite équipe, ben c'est une personne qui s'en occupe. On est deux. Les deux, on s'en occupe évidemment, là. Et on a une équipe flottante, une équipe saisonnière là, de 3 à 6 guides à peu près, qui, eux, sont idéalement financés par exemple, le programme de Jeunesse Canada au travail ou bien de Employabilité Canada. Donc, d'autres sources de financement, finalement, qui nous aident à pouvoir donner notre offre là, pendant la saison estivale. C'est un peu, là, je dirais, comme ça que ça fonctionne. Et idéalement, moi particulièrement, je fais aussi de la recherche de financement à chaque année. Donc, j'essaie d'avoir des initiatives, là, soit d'autofinancement ou bien d'aller chercher justement des subventions pour des projets idéalement, mais les projets, de la façon que souvent que les subventions sont octroyées, il y a toujours une part que l'institution doit investir dans ce projet-là. Donc oui, d'une part, on reçoit de l'argent pour réaliser un projet, mais nous, on doit aussi en injecter. Donc c'est pas tout le temps de l'argent qui va au fonctionnement du musée, c'est-à-dire justement les salaires, l'électricité, tout ce qui est les besoins de base là, pour pouvoir maintenir l'organisation en vie. L'économie sociale, c'est une retombée justement, c'est que nous, notre structure, on est un OBNL, donc c'est sûr que, j'ai pas parlé de la structure même d'un OBNL, mais l'objectif d'un OBNL, c'est tous les profits ou en fait tout l'argent qui est gagné est réinvesti dans la mission, donc retombe aussi dans la communauté. Donc, quand on parle d'économie sociale, pour nous, en tout cas, comment on le perçoit, c'est beaucoup le rôle qu'on joue finalement dans la communauté. Donc, nous, notre objectif, justement, c'est pas de faire du profit, mais bien d'être présent pour donner des services dans la collectivité. Donc, nous, c'est un peu comme ça qu'on s'insère dans l'économie sociale de la région. On participe activement là, à mettre en valeur le patrimoine et la culture aussi là, du coin. Puis la concertation, les tables de concertation, même si je suis nouveau ici, je néglige aucunement justement ce que ça peut apporter pour les institutions, le maillage intersectoriel, la collaboration tout ce qu'on peut gagner finalement avec la collaboration entre institutions. En tout cas, moi, pour ma part, je suis beaucoup là-dedans. J'ai déjà en quelques mois essayé de faire des initiatives dans cette direction-là, beaucoup avec les institutions justement qui œuvrent dans la région puis qui sont similaires aux nôtres. Donc, on a par exemple Roussillon qui est à la Prairie aussi, qui est un autre musée d'archéologie, donc très proche collaborateur avec nous. Le museau à Valleyfield, donc le pôle d'économie sociale. Donc, on essaye d'être présent et aussi de collaborer ensemble puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire les uns avec les autres, puis clairement qu'on va en tirer avantage. Puis en fait, je ne fais qu'entendre ça des autres partenaires aussi, de l'importance de ça. Puis pour l'instant, je peux difficilement dire le contraire. Moi, personnellement, je suis vraiment fascinée par l'histoire, puis la préhistoire. Puis moi, je trouve ça vraiment incroyable qu'il y a 5000 ans, il y a 4000 ans, il y a 3000 ans, il y avait des gens qui étaient ici. C'est tellement loin, il y a tellement de choses qui ont changé, puis qui ont évolué, mais en même temps, qui sont restées les mêmes. Tu sais, moi, je trouve ça fascinant d'aller me promener dans la forêt, puis c'est la même forêt qu'il y a 5000 ans. Oui, puis il y a une volonté aussi, je pense, surtout pour les gens du coin, de le mettre en valeur, cet endroit-là, parce que souvent, on se surprend à ne pas connaître la Pointe du Buisson, puis quand on arrive ici, finalement, tout le monde a un peu le même réflexe. Comment ça se fait qu'on connaissait pas ça avant, tu sais? Donc, puis c'est ça, les gens qui sont du coin, travaillent très fort pour justement mettre en valeur cet endroit-là qui a tout avantage, en fait, à être bien connu dans la région. Parce qu'on est sans prétention exceptionnelle quand même, autant pour le milieu naturel. De plus en plus, on perd un peu les accès à des endroits naturels, aux berges. Donc ici, on a vraiment l'opportunité de pouvoir s'exiler en nature. Puis c'est vraiment tout près de chez nous. Finalement, on n'a pas besoin d'aller loin pour pouvoir se retrouver là, en contact avec ça. Ça, c'est très apprécié des gens.
on a un défi qui est plus grand, qui est, je pense, tout ce qui est par rapport à la consommation de la culture et du patrimoine aussi. Donc, nous, on travaille justement à sensibiliser les gens à ça et aussi à les inviter à profiter de ces lieux culturels-là, que ce soit en patrimoine ou même au niveau des arts de la scène. En fait, il y a un désengagement, je pense, un peu au niveau de la population. Puis nous, on travaille tous ensemble à ce que finalement les gens viennent nous rencontrer. Donc, c'est un défi qui va au-delà, je pense, de Pointe-du-Buisson et même de le fait qu'on se trouve à Beauharnois. C'est vraiment d'inviter les gens à sortir et à faire des activités culturelles. Mais on a beaucoup de projets d'histoire, justement, pour parler de l'histoire. Donc, on a récemment, tout dernièrement, lancer notre exposition permanente sur Jane Ellis, donc qui voudrait éventuellement être une première étape pour vers d'autres expositions. En fait, on voudrait parler de certains personnages historiques qui ont passé par Pointe-du-Buisson. On a des traces de journaux de Frontenac qui passaient ici, d'autres explorateurs français qui passaient aussi au Buisson, donc le fameux, on a plusieurs appellations au courant de l'histoire. Et puis, on a eu aussi, c'est ça, plein de personnages, dans le fond, qui ont passé de près ou de loin à la Pointe-du-Buisson. On veut les mettre en valeur par des petites expositions, entre autres, et peut-être même d'autres expositions plus grandes. Donc ça, c'est pour le volet historique, mais sinon, moi, je suis en charge aussi d'une espèce de transition numérique. On aimerait vraiment développer le côté numérique de Pointe-du-Buisson. Pour plusieurs raisons. En fait, on a beaucoup d'enjeux d'endroits d'emplacement. En fait, comme on a un site archéologique, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut au niveau de l'infrastructure. On ne peut pas non plus trop... donc, on doit composer avec nos infrastructures qu'on a actuellement, c'est-à-dire les bâtiments qui sont déjà là, on peut les rénover, mais on est quand même limité. Donc, moi, je vois beaucoup le numérique comme une espèce de nouvelle salle, c'est un nouvel espace, en fait, pour la muséologie, donc qui est quasiment infini, finalement. Donc, on veut vraiment plancher sur cet aspect-là de la muséologie parce que ça nous ouvre vraiment beaucoup de portes, justement. Donc, nos plus de 2 millions d'artefacts, comment on les garde, comment on les gère, en fait. On a une réserve qui est dans nos bâtiments, en fait, où est-ce qu'on stocke nos objets. Évidemment, les objets sont pour la plupart, en fait, numérotés, donc ils ont un code associé qui est après ça mis dans une base de données. Mais on rappelle aussi que, justement, on a 50 ans de fouilles. Nos fouilles ont commencé à la fin des années 60, début 70, avec la SAPQ, la première organisation d'archéologues au Québec. Ensuite, c'est l'Université de Montréal qui est arrivée. Donc, il y a beaucoup d'informations, en fait, la majorité se retrouve dans nos bases de données numériques, mais il y a encore beaucoup d'informations qui se trouvent dans les boîtes directement. Donc, ça reste un enjeu pour nous aussi, la gestion de la collection. On s'en sort très bien, évidemment, mais comme beaucoup de milieux comme nous, en fait, ça reste un département très important. Puis en fait, nous, on a commencé à faire, entre autres, dans les quelques projets numériques qu'on fait, on a commencé à faire de la médiation sur les réseaux sociaux. Donc, une des formules qu'on propose au grand public, c'est des espèces de boîtes mystères. Donc, on propose aux gens d'ouvrir. En fait, c'est Charles Olivier qui s'en occupe, c'est lui qui est devant la caméra. Et puis, il ouvre une boîte par mois. On fait ça une fois par mois à peu près. Puis il présente ce qu'il trouve dans la boîte. Et puis on se rend compte au fur et à mesure que finalement, il y a beaucoup de traces en fait de les anciennes méthodologies. On pourrait pratiquement venir à la Pointe-du-Buisson et puis faire une histoire de la muséologie parce qu'on a vraiment des anciennes pratiques, en fait des boîtes qui sont pratiquement figées dans le temps parce qu'ils n'ont vraiment jamais été manipulées depuis qu'elles ont été emboîtées, je dirais, je sais pas si c'est ça le terme, peut-être qu'il y a des gens en muséologie qui vont pas m'aimer. Hein? Mais voilà, c'est ça, donc c'est vraiment intéressant, à chaque fois c'est vraiment une caverne d'Alibaba là-dedans, là. Il y a des trucs plus récents, des trucs moins récents en termes de conservation, et puis c'est toujours intéressant d'aller fouiller là. Dans 5 ans, le musée, je pense que je suis pas le premier à rêver d'un grand musée à Pointe-du-Buisson. J'ai travaillé longtemps avec les précédentes directions. Je pense qu'on a toute une très grande vision de Pointe-du-Buisson, surtout de son potentiel. Donc, ça a été négligé un peu, mais c'est pas ça l'important. En fait, c'est surtout de voir justement où est-ce qu'on va être dans 5 ans. Puis dans 5 ans, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent pour Pointe-du-Buisson. On parle d'investissements majeurs pour l'immobilisation, mais aussi pour orienter
le musée vers d'autres objectifs qui sont aussi des objectifs touristiques. Donc, on veut avoir un rôle important à jouer dans le milieu touristique, dans l'économie sociale, mais on veut vraiment ouvrir nos portes au plus grand nombre. Moi, je pense qu'on est capable d'augmenter énormément la fréquentation, puis je dirais pas la reconnaissance ou la réputation, parce que la réputation est faite ici, comme je l'ai parlé avant, mais je pense qu'il va y avoir une réappropriation de l'endroit, puis un sentiment de fierté qui va venir avec aussi, puis ça va bénéficier l'institution puis la Pointe-du-Buisson au complet. Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est tellement difficile à répondre parce qu'il y a tellement de choses que j'adore ici. Je pourrais dire l'équipe, parce qu'on s'entend bien, puis on a du plaisir ensemble, puis c'est ça qui rend vraiment notre travail agréable. Mais en même temps, je pense que j'aime le plus, c'est quand il y a des visiteurs qui nous posent des questions, puis de pouvoir comme leur répondre, puis leur expliquer, puis faire comprendre certaines choses ou confirmer ce qu'ils pensent, ou justement là, leur amener une nouvelle façon de voir les choses, parce que des fois les gens ils viennent, ils ont des idées un peu préconçues, puis c'est normal, on en a tous, mais de pouvoir là, leur présenter les choses, puis de voir quand les gens ils comprennent, puis comme « Ah, wow, ok, c'est vraiment intéressant, telle information, je savais pas ça ». Je dirais que c'est probablement ma plus grosse mission en tant qu'individu. Je suis beaucoup dédié à la culture et au patrimoine. Puis je vais travailler très fort toute ma vie probablement à faire en sorte que les gens se rendent compte de toute la richesse qu'on a, autant locale que nationale. On veut tout le temps aller à l'extérieur, puis c'est avec raison, on a besoin un peu de sortir de notre quotidien, mais on peut le faire souvent à proximité en consommant les institutions culturelles, en visitant les lieux patrimoniaux et les milieux naturels. Puis on parle de plus en plus de consommer local, ben faisons-le dans le fond. Faisons-le pas juste avec les produits qu'on achète en magasin, mais faisons-le aussi avec nos institutions. Encourageons-les, puis allons les rencontrer, puis vous allez être émerveillés. Vous allez trouver plein de belles petites découvertes.